Important de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum. Pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Débat, analyse, commentaires. Le Grand Forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Vous le savez, on s'installe tout doucement sur Radio Pays, sur notre Facebook Live également. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Forum. C'est la deuxième partie, bien sûr. Alors, je vous annonce déjà, demain, Clara Debord, bien sûr, pour le début de la vaccination ici en Guyane. On voit tellement d'articles sérieux, avec des médias sérieux également, qui disent des choses. Et on a besoin d'être rassurés vraiment sur les vaccins. Donc, demain, 11h30, Clara Debord sera là. Il va falloir vraiment qu'on dise les choses pour notre débat. Et puis, d'autres débats à venir. J'aurai l'occasion de vous en dire un petit peu plus d'ici demain. Pour l'heure, notre invité, Dinota Sana. C'est notre invité et avec un thème qui va vraiment vous intéresser. Je sais que vous aimez ce thème-là. Avec vous au 25 76 25. On en parle d'ici quelques instants. Dinota Sana, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Gilles Vernet, bonjour à l'ensemble des auditeurs de Radio Pays, je vais très bien, merci et vous? Bien, merci d'être là, d'être notre invité aujourd'hui du Grand Forum. Et je vous laisse présenter notre thème aujourd'hui à nos auditeurs. Donc aujourd'hui, on va parler de l'histoire des vagues migratoires en Guyane. On va essayer en fait d'axer, donc de comprendre pourquoi il y a eu des migrations, des populations qui sont venues ailleurs, s'installer en Guyane. J'ai choisi cette thématique parce que je pense que quand on voit les différentes communautés qui habitent en Guyane, on peut penser qu'elles sont là depuis récemment, alors que parfois leur venue est bien antérieure. Très et bien. aussi, ça permettra de mieux connaître l'histoire des différentes communautés en Guyane, en accent sur le pourquoi elles sont venues en Guyane. Alors, c'est intéressant, notamment ce thème. On va parler d'abord de votre parcours, Dinota. Où est-ce que vous êtes allé à l'école ici? Où est-ce que vous êtes né? Comment ça s'est passé? Dites-nous tout. Du coup, je m'appelle Dinota Sana, j'ai 26 ans. 26 ans, ouais. J'ai fait la majorité de mon parcours d'études en Guyane française. En 2014, lorsque j'ai obtenu mon bac, je suis partie en France hexagonale pour y poursuivre mes études. Donc, juste après le bac, vous partez? Voilà, je suis partie. Et ensuite, donc, j'ai fait une prépa économique et commerciale. Une licence HMC. C'est une licence donc humanité monde contemporain. En fait, c'est une licence qui est centrée sur la littérature et les grands débats contemporains. D'accord. Pourquoi vous choisissez cette filière-là, ce parcours-là? C'est quoi l'idée au final? C'était la suite logique de votre cursus, métier aujourd'hui? Non, pas de mon métier d'aujourd'hui, mais parce que j'ai fait un bac ES, donc c'est un bac, on va dire, pluridisciplinaire. Absolument. Dans lequel on trouve un peu de tout, on touche un peu à tout. Et donc, je voulais poursuivre dans cette dynamique-là, et la solution qui s'est offerte à moi, c'est celle-là, avec une dynamique, on va dire, pluridisciplinaire aussi. Lorsque, dans tout ce parcours-là, scolaire, d'étudiants également, il y a des choses, vous êtes resté dessus, il y a des choses qui vous ont permis de changer de direction. Vous aviez envie peut-être? Parce que souvent ça arrive, ça. J'avais justement envie, en partant en France hexagonale, j'avais une envie de connaître un peu plus mon histoire, celle de la Guyane. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis partie en Martinique. J'ai fait 2 années, donc un master en histoire des patrimoines et monde caribéen. Et donc là, j'ai pu faire un travail de recherche sur l'histoire de la Guyane et plus particulièrement sur celle du marronnage. D'accord. Ça fait toujours du bien de partir de toutes les façons. Ça forge la jeunesse et c'est vrai, c'est une expérience. Mais pour autant, les petites classes jusqu'au bac en Guyane, les études à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la filière en Guyane ou c'était un choix aussi de bouger?
Alors, c'est les deux. Ouais. D'abord, il n'y avait pas la filière de mon choix en Guyane. Par la suite aussi, je voulais découvrir autre chose, aller me former ailleurs pour revenir sur le territoire et apporter une modeste contribution, on va dire, à l'avancée du territoire guyanais. D'accord, très bien. Voici le but, notamment. Aujourd'hui, vous êtes... Alors aujourd'hui, je suis enseignante dans un établissement du premier degré. D'accord, très bien. Alors, les différentes vagues migratoires ici en Guyane, un sujet vraiment très intéressant. Et en préparant cette émission, la première chose que vous me dites, vous me parlez des Amérindiens. Et moi, je vous dis, mais tiens donc, c'est la première fois qu'on en parle parce que souvent, lorsqu'on parle des peuples amérindiens, peuple premier, peuple autochtone, c'est la première fois que je l'entends par migratoire. Alors oui, donc on parle de migration amérindienne, puisque donc il y a eu des migrations d'Amérindiens en fait qui sont venus du sud, donc de l'actuel Brésil, ou encore du Venezuela ou de Trinidad en Guyane. Et par la suite, ils ont organisé le territoire en fonction de leur propre représentation du monde. Donc ils pratiquaient l'agriculture vivrière notamment, la pêche, la chasse, et ils ont mis en place un système de chefferie et de partage collectif des terres avant l'arrivée des Européens. D'accord, très bien. Donc effectivement, ils viennent bien de quelque part. Voilà, ils viennent bien de quelque part. On l'a bien compris. Et vous allez comprendre, chers auditeurs et internautes, vous êtes nombreux, notamment sur le Facebook Live, vous pourrez poser des questions également. L'idée de tout ça, et notamment de l'émission, c'est aussi la question que je vais vous poser tout à l'heure, l'apport de ces différentes vagues migratoires pour faire le pays Guyane, en vérité. On va y revenir. Il y a des années... dit Nota, des années avec aussi différentes vagues migratoires. Qui arrivent les premiers en Guyane ? On en a déjà parlé. À part les Amérindiens. Par la suite, après des années de lutte, les colons français vont pouvoir s'établir en Guyane. Donc c'était à peu près en 1676. D'accord. Et donc ensuite, après leur établissement, en fait, ils mettent en place des plantations de cacao, de canne à sucre. Et comme, en fait, ils avaient besoin de main-d'œuvre pour mettre en valeur toutes ces cultures, ils ont dû par la suite, étant donné que les Amérindiens, en fait, pour éviter les massacres, ils s'étaient repliés, en fait, à l'intérieur de la Guyane. Ils ont dû, en fait, aller chercher des Africains pour les réduire en esclavage. Et ces esclaves-là, en fait, les esclaves africains qui étaient nés dans la colonie, on les a appelés créoles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le terme créole, en fait, servait à désigner donc une personne d'ascendance européenne qui était née dans la colonie. C'est bien par la suite qui va servir en fait à désigner les esclaves qui étaient nés dans la colonie. Alors c'est vrai, alors ce que vous dites là, notamment sur le mot créole, c'est vrai que je salue Amani, c'est elle qui était venue en parler ici dans nos émissions il y a quelques années déjà de cela, et pour ne plus dire créole. Après c'est compliqué, je vous pose la question, c'est pas dans notre débat, mais c'est compliqué aussi d'enlever des mots quand on a l'habitude de le dire depuis des décennies en vérité. C'est vrai, surtout... Que pensez-vous de ça? Surtout quand ça forge... Parce que nous, quand on dit créole, on sait très bien que c'est pas le vrai terme créole en vérité. C'est difficile parce que, surtout quand ça forge l'histoire, c'est un héritage historique aussi, mais au départ... ça signifiait quelque chose avant de signifier ce que ça signifiait. Si quelqu'un, hors débat, si quelqu'un vous dit vous êtes créole, vous dites quoi? Je dirais non. C'est ça. Non. Et il va falloir expliquer à la personne. Il va falloir expliquer. Il faut rééduquer. C'est pas évident. Oui, c'est vrai, il faut rééduquer. D'accord. Mais j'aimerais quand même faire une petite précision par rapport justement à ça, puisque vous en parlez justement du terme créole et du groupe qu'on appelle communément créole aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc ce sont non seulement en fait les esclaves qui ont été libérés en 1848, mais également donc les affranchis aussi et les mulâtres, auxquels il faut également ajouter toutes les populations qui sont par la suite en fait venues s'agréger à ce noyau primitif de départ. D'accord. Voilà. Donc ça va être donc les Chinois, on le verra tout à l'heure, donc puisqu'on parle des vagues migratoires, donc ça va être les Chinois, les Indiens, etc., etc. D'accord, très bien. Alors on a parlé des Amérindiens, ensuite les Européens, et après, et les années. C'est comment les choses s'enchaînent ici en Guyane jusqu'aux années 70, jusqu'au Hmong en vérité. Jusqu'au Hmong. Même les Antillais
on va en parler. Évidemment. Puisqu'on en parle très peu. C'est vrai que quand on parle de vagues migratoires, on oublie la Martinique et la Guadeloupe. Oui. Alors, dites-nous après. Donc par la suite, donc il va y avoir ce qu'on appelle l'expédition de Kourou. Voilà, oui. donc il y a eu lieu à peu près donc à la fin du XVIIIe siècle. Tout à fait. On va faire venir à peu près 12 000 colons, mais ça va être un véritable échec. Oui, ils vont, la moitié va mourir. La moitié va mourir de maladie. Oui, sur le bateau et en arrivant. En arrivant aussi, effectivement. Donc parmi les survivants, il y a une infime partie qui vont rester et ils vont s'installer en fait sur Kourou et Sinamari. Absolument. Voilà. Vous savez pourquoi je connais bien cette histoire d'expédition de Kourou? Non. Parce que parmi tous ces Français qui sont arrivés et qui ont résisté au voyage et qui ont résisté à la maladie également, il y avait un Vernet. Voilà, dont nous sommes issus, les Vernets de Guyane. Voilà, c'est pour ça que je la connais bien, cette histoire d'expédition de Kourou. Et ensuite, donc, lorsque l'esclavage va être aboli, donc en 1848, on va faire venir en fait ce qu'on appelle des travailleurs sous contrat après l'abolition de l'esclavage, puisque les esclaves qui étaient dans les plantations ont complètement déserté les plantations. Et pour pouvoir les remplacer, donc on fait venir des travailleurs sous contrat, donc d'Inde. Notamment d'Inde, un peu de Chine aussi, mais également des Africains. Mais c'est une migration en fait qui va très vite être stoppée. Ce sont des voyages lointains. Ah oui, très très lointains. Donc là, on est à peu près donc après l'abolition de l'esclavage en 1848. Voilà pour. Alors, ce qui est intéressant, parce que c'est la première fois qu'on le fait comme ça, qui arrive en premier, comment les choses sont passées et pourquoi ils sont venus. C'est important justement pourquoi ils sont venus. Voilà. Et ensuite, on parlera de l'accueil. Voilà. Tout à l'heure. On continue. Oui. Après. Donc par la suite, donc il va y avoir les bannières. On connaît très bien aussi l'histoire en Guyane. Bien sûr. Donc sous le Second Empire, donc qui commence à peu près, si mes souvenirs sont bons, en 1840, donc je me souviens plus très bien, mais ça se termine en 1870, et aussi sous la Troisième République, donc qui commence de 1870 jusqu'en 1940, la France en fait va envoyer plus de 80 000 déportés dans les camps de Cayenne, de Kourou et de Saint-Laurent. L'objectif était justement de liquider, donc comme les bagnes de la métropole étaient fermés, donc les bagnes de Rochefort, de Brest et de Toulon, comme c'était fermé, donc il a fallu en fait trouver un lieu pour envoyer toutes ces personnes-là. Et donc on a voulu liquider les bagnes, mais aussi répondre à un autre objectif qui était celui de développer le territoire et de le peupler. D'accord. Voilà. Donc double objectif. Triple objectif. Triple objectif. Vous avez raison. Triple objectif même. Triple objectif, pour répondre à cet objectif, en fait, les déportés étaient astreints à résidence, à temps ou à perpétuité. D'accord, très bien. Je rappelle pour ceux qui viennent tout juste d'arriver sur le Facebook Live ou parmi nos auditeurs, mettez le casque, les auditeurs sont là, Dinota. Notre invité, Dinota Sana, professeur. Oui. Et bien sûr, on parle des vagues migratoires. Elle a 26 ans. C'est ça. Passionnée d'histoire, j'adore. J'adore. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Vernet. Bonjour, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Allez-y. Bonjour. Oui. Concernant Jules Vernet, il a bien retenu la leçon d'histoire. Oui. Et est-ce qu'il connaît monsieur Bonozo aussi? Monsieur comment? Bonozo. Ah, c'est sûrement aussi l'expédition de Kourou, c'est ça? Et le Sinamari, Kourou. Absolument. C'est votre cousin, votre oncle. D'accord. D'accord. Oui. Et concernant la dame, là, et je voudrais lui demander, j'ai bouquiné un livre du docteur Arthur Henry. Est-ce que c'est le bon livre? C'est quoi le titre du livre? La Guyane française, son histoire de 1604 à 1946. Bien souvent, on me dit que c'est pas le bon livre que je... Pourquoi on vous dit ça? Et pourquoi on vous dit ça? Parce qu'il y a trop de vérité. Parce que quand il me raconte des histoires, je démontre que c'est pas vrai. Ah, d'accord. Par exemple, les Indiens, là, comme qu'elle disait. Oui. J'ai un livre, bon, même pour les enfants, là. C'était des descendants de l'Alaska. Les descendants de l'Alaska. Ouais, ils descendaient de la cordillère des Andes. Des Andes, ouais. Pour venir, en Guyane. En Guyane, au Brésil, au Japon, enfin, pas au Japon, en Colombie, enfin, l'Amérique du Sud, quoi. D'accord. Et je voudrais demander, est-ce que les jésuites étaient des émigrants? C'est une petite... Ok pour la question, on va voir si elle répond.
Dinota? Alors, est-ce que les jésuites étaient des migrants? Donc, on parle de migration à partir du moment où il y a un déplacement de population d'une région, donc d'un pays à un autre, d'une région à une autre pour s'y établir. Donc à partir de ce moment-là, oui, on considère effectivement que les jésuites sont des migrants. C'est bien de donner la définition effectivement de migrants. En vérité, parce que souvent ça prend une autre connotation ici, et on est en plein débat là, justement, notamment, vous le savez, avec l'histoire des amandiers. On va y revenir, chaque chose en son temps. On continue. On est en quelle année là? Donc on est toujours. On était après les bagnards. Voilà, on était encore avec les bagnards. Donc les bagnards, comme on le sait tous, hein, donc ils ont contribué à la création donc de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Absolument. Et oui, j'ai le casque, oui. Oui, désolé. Donc, je disais, les bagnards ont contribué à la création de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Et dans les bagnes de Kourou, donc aux îles du Salut, il y avait le bagne de l'île du Diable, dans lequel il y avait un prisonnier qui était très très célèbre. Il s'agit donc de Dreyfus, dont l'affaire avait fait beaucoup parler en France. Et donc après la fermeture des bagnes, en fait la plupart, la fermeture du bagne commence en 1938, mais ça va se terminer donc à peu près dans les années 40. Donc on va rapatrier en fait tous les bagnards, donc la plupart, pas tout, mais la plupart, on va dire en France, en métropole. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette population n'a pas fait souche en Guyane, d'accord, parce que donc la plupart sont partis et ceux qui sont restés, les descendants ne sont pas très nombreux. Absolument. Voilà. J'ai vu un film d'ailleurs sur les derniers bagnards, magnifique sur Instagram, vous voyez. Très très beau film. On peut apprendre des choses aussi sur les réseaux sociaux. Sur Insta, sur les derniers bagnards qui retournaient, il n'y en avait pas beaucoup, qui retournaient en France. L'affaire Dreyfus, j'accuse bien sûr. Oui, j'accuse. Et puis, vous parliez aussi de ce qu'ils ont laissé comme trace ici, les bagnards. Oui. Alors, et puis l'abolition notamment des bagnes, je sais que Gaston Monerville a beaucoup contribué. Oui. Voilà, il faut rendre hommage aussi à Gaston Monerville. Alors, on continue sur les vagues migratoires. Ensuite. Donc, là, on était un peu... nos amis Saint-Lucien, alors on y arrive, justement. Okay, je suis trop pressé. Oui, on y arrive, justement. Puisque après la découverte de l'or, donc à peu près à la fin du 19e siècle, ça va traîner vers l'intérieur de la Guyane des chercheurs d'or venus des Antilles. Donc notamment des Antilles. Donc ça va être des îles anglaises, la Barbade, la Sainte-Lucie, Saint-Domingue, et aussi des Antilles françaises. D'accord. Mais il y avait aussi quelques Brésiliens et aussi quelques Hollandais, donc des habitants du Suriname. D'accord. Mais la difficulté ici, qui se pose ici, c'est lorsqu'il y a eu la découverte de l'or, c'était qu'à l'intérieur de la Guyane. Et la seule voie de communication qui rendait, la seule, comment je pourrais dire ça, la seule voie de communication possible entre l'intérieur de la Guyane et les villes côtières, c'était le fleuve. Mais le fleuve, en fait, il était coupé de nombreux rapides et de chutes qui étaient extrêmement dangereux. D'accord. Et donc, par conséquent, donc les autorités françaises vont faire venir des piroguiers Sahamaka du Suriname pour assurer en fait le transport fluvial entre l'intérieur de la Guyane et les villes côtières. Donc ils vont notamment transporter les marchandises pour les chercheurs d'or au niveau au niveau de Mana, de Sinamari, Regina et Saint-Georges. Ils vont créer justement à la fin du 19e siècle le village de Tampac. D'accord. Voilà. Donc on voit là l'histoire du village de Tampac. Tiens, tout le monde peut-être ne le savait pas. Estelle qui dit très précise cette jeune femme, bravo. Alors pourquoi j'insiste et je dis ce qu'Estelle dit sur le Facebook Live, c'est parce qu'effectivement on le fait comme une sorte de chronologie et je trouve ça vraiment intéressant la manière dont vous présentez les choses. Vagues migratoires, les premières jusqu'à aujourd'hui et pourquoi elles sont venues. Et voilà, elles se sont déplacées d'où à où, et ça, je trouve ça intéressant. Et on continue, et les années. Évidemment, donc les Sahamaka ne sont pas les seules populations Boussiningué à s'implanter en Guyane, donc à la au milieu du 19e siècle. Il y avait aussi les Aloukou. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Aloukou, en fait, ont refusé de signer des traités de paix avec les Hollandais, les autorités coloniales hollandaises de l'époque, à l'époque. Et donc, ce qui fait qu'ils ont continué la guerre et ils ont été, ils ont trouvé refuge en fait sur le Maroni
ils vont franchir différents fleuves avant de s'établir sur le Lawa. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est quand même important de le dire, c'est que donc à partir de 1860, ils vont s'établir sur le Lawa à partir de 1860. En effet, en fait, il y a eu un traité qui a été signé entre les autorités hollandaises et françaises, c'est ce qu'on appelle donc la conférence d'Albina, donc lors de la conférence d'Albina en 1860, qui reconnaît leur indépendance d'une part et qui leur attribue un territoire qui est situé sur le Lawa. Et je ne sais pas si avec vous, j'en profite, on est en direct là, je vous prends de court là comme ça en direct, parce que ce qui pourrait être intéressant également pour nos auditeurs ici en Guyane, c'est de connaître l'histoire de l'indépendance au Suriname. Savoir comment le Suriname a pris son indépendance, les difficultés, le courage. On pourrait justement faire l'objet d'une autre émission. Vous connaissez l'histoire? Vous avez ça? Oui, on est toujours dans les années, donc là on est toujours... On va en parler, on fera une autre émission là-dessus. Okay, y a pas de souci. Ça donnera une idée aussi à tous nos indépendantistes ici, parce qu'on sait la difficulté qu'ils ont eue, mais aussi le courage de dire ils voulaient leur indépendance. On va faire ça tranquillement, chaque chose en son temps. On continue, Dinota. Alors, par la suite, donc là, on était à peu près, on s'est arrêté, rappelez-moi s'il vous plaît. On s'est arrêté avec le Lawa. Le Lawa, donc à peu près en quelle année? En quelle année? Enfin, à peu près en quelle, oui. Franchement, continuez. Continuez. Donc, à peu près. Donc, on est en 1800. Non, 1800. 1860. 60, voilà. Vous voyez, je suis. Donc, on va poursuivre, en fait, avec l'arrivée des Martiniquais. Donc, on va poursuivre, en fait, avec l'arrivée des Martiniquais. 1902. En 1902, évidemment, il y a eu l'éruption de la montagne Pelée, qui a provoqué, qui a ému, en fait, toute la communauté internationale. Exact. Et donc, la ville de Saint-Pierre, donc, qui était le centre de la Martinique, a été complètement dévastée. D'accord. Ce qui fait qu'il y a des Martiniquais qui vont venir se réfugier en Guyane. D'accord. Mais ce qui est intéressant de rappeler, c'est que la catastrophe de Saint-Pierre est apparue, en fait, pour les autorités à l'époque, donc les autorités coloniales, mais aussi les élus, comme une aubaine, en fait, pour faire venir des Martiniquais, non seulement pour peupler le territoire, mais aussi pour développer l'agriculture. D'accord, très bien. Ils arrivent où? Vers Montjoly, je crois. Oui, voilà. Donc, l'ambition, c'était un projet très ambitieux. Ils voulaient faire venir des milliers de Martiniquais, mais au final, il y aura une centaine de Martiniquais qui vont venir s'installer près de Cayenne, donc à Montjoly, ils vont pratiquer l'agriculture. Très bien, voilà pour l'arrivée de nos amis martiniquais après la montagne, l'éruption de la montagne Pelée. 1902. 25 76 25. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Vernet. Bonjour à votre invité aussi. Oui. Bonjour. Et pour votre livre, parce que... Alors, excusez-moi, là vous êtes dans un tunnel qui n'existe pas en Guyane. Rappelez-nous, parce que ça passe très très mal. Et là maintenant c'est bien, c'est très bien, allez-y. Ok, d'accord. Oui. Ok, donc ce que je voulais dire, c'est tout d'abord félicitations pour son livre, parce que je suis aussi je suis enseignant et j'étudie aussi beaucoup l'histoire de notre région d'Amérique du Sud. Alors, elle n'a pas écrit de livre, hein? Elle a fait. Bon, non, mais elle va vous expliquer. Allez-y, continuez. D'accord. Eh bien, alors je l'encourage à écrire son livre alors. C'est vrai. Parce que merci, tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Hein. Ok. Et donc, eh bien, c'est très bien comme elle n'a pas encore écrit le livre parce que il y a un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est l'immigration des Guyanais vers la métropole. Parce que je suis enseignant. Ah, c'est vrai. Hein, je sais que j'ai quand même plus de 60 ans. C'est vrai. Je suis enseignant. Et je me rends compte que dans notre pays, il y a un véritable problème. Parce que nous, on forme beaucoup de jeunes ici qui vont tous partir. Et aussi, ça bloque aussi le pays. Donc, je m'encourage aussi à voir aussi l'histoire dans ce sens-là aussi. Merci. Très bien. Merci pour les conseils que je vais garder soigneusement. Merci bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. On va se revoir. 25 67. Déjà l'indépendance du Suriname et puis ça aussi. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Oui. Je voudrais demander à la petite demoiselle parce qu'elle a fait ses études. Elle va nous redire. Elle l'a dit au tout début d'émission. Allez-y. Dites-nous. Donc, j'ai fait la majeure partie de mes études en Guyane et par la suite, je suis partie en France hexagonale et par la suite en Martinique. D'accord. J'ai fait 2 années. Et vous êtes de retour. Et je suis de retour en Guyane. Et vous êtes professeur.
Oui, voilà. D'accord, très bien. 25 76 25. Allô, bonjour. Et on continue avec la vague migratoire, mes amis. Hein, et on continue la suite. Allô, bonjour. Oui, plus fort, plus fort. Je vous entends loin. Allô, vous m'entendez là? Encore un peu plus fort. Allô? Voilà, c'est mieux. Allez-y. Oui, alors, le monsieur précédemment, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Pays. Bonjour. Oui, bonjour. Parlait de vague migratoire par rapport à la France. Beaucoup de nos compatriotes partent. Alors, il faut savoir aussi, j'aimerais qu'elle nous donne une précision. Il y a eu le Bubidom pour Guadeloupe, Martinique et La Réunion. Ouais, Réunion, oui. Mais je le mets entre parenthèses. Est-ce qu'on n'est pas toujours dans le Bubidom pour la Guyane aussi? C'est un autre débat, hein, mais très bonne question. Merci beaucoup. C'est carrément un autre débat. Hein. Vous avez la réponse ou on enchaîne? Ça reste quand même intéressant, on enchaîne. Oui. Alors, on note votre question, mais le Bumidum, ça mérite une émission d'1h30 et avec un autre invité. Vraiment. 25 76 25, parce que ça, c'est une histoire que la jeunesse doit connaître également. Oui. Même si elle ne nous a pas touchés, nous, en Guyane. Touchés, oui. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allez-y. Alors, je vous appelle parce que je vous entends très très bien. Moi, j'appelle de la France. Hein, merci. Très bien. Donc, on vous entend très 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 bien. Franchement, je félicite la dame que vous avez reçue. Parce que moi-même, je suis animateur de radio, mais en même temps photographe. Enfin, je ne dirai pas tout ce que je fais. D'accord. Plein de choses. D'accord. Mais en tout cas, ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit, j'apprécie beaucoup votre émission parce que elle connaît son histoire déjà d'un côté. Ouais. Et depuis, elle se trompe pas de date, ce qui est pas mal, ce qui est très bien même pour une enseignante. C'est quand même bien, on va dire, pour une enseignante. Donc, je l'encourage vivement, comme a dit le monsieur, de pouvoir écrire un livre, parce que franchement, il y a des choses qu'elle m'a appris que j'étais pas au courant. La Martinique, à cause de la montagne Pelée, 1902, s'est retrouvée en Guyane. Hein. Je ne connaissais pas cette histoire, mais vraiment, vous voyez, parmi mes auditeurs par la suite, je vais leur parler de ça. C'est vraiment magnifique. Il faudrait que je vais la suivre tout au long de l'émission. D'accord. En tout cas, bravo l'émission, puis bravo à vous, puis super. Merci. Parce que même moi, si vous voulez, en tant que photographe aussi de Sylviane Sedia. D'accord. Je vois qui vous êtes. Vous êtes qui vous voyez qui je suis. Je vois. Ok. En tout cas, félicitations à vous. C'est vraiment bénéfique et vraiment j'apprends plein de choses et ça me fait plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est le but vraiment de cette émission et de notre invité. Allez, avant de recevoir d'autres auditeurs, on enchaîne là parce que du coup, après 1860, on est passé à 1902 avec la Martinique et on continue. Par contre, très bien pour la Martinique, mais pas la Guadeloupe. Alors, la Guadeloupe, j'en ai un peu parlé, non? Il me semble pas vraiment. Par rapport aux vagues ils arrivent comment, les Guadeloupéens? Alors, par rapport aux vagues migratoires, je pense par rapport à l'orpaillage, un peu. Ah, ok, il y avait aussi un peu de Guadeloupéens. Oui, il y avait aussi un peu de Guadeloupéens dedans. Voilà, alors, j'avais pas précisé les Antilles tout à l'heure. anglaises et francophones. Voilà, c'est ça. Les grandes Antilles, les petites Antilles. J'aurais dû préciser un peu plus, effectivement. Alors, je vous laisse continuer. Et ensuite, soyez patients, chers auditeurs. Allez-y. Alors, donc, par la suite, j'aimerais parler de la construction de la base spatiale. Bien sûr. Très, très importante. Bien sûr. Pourquoi? Parce que la réalisation du centre spatial guyanais qui a débuté dans les années 60 a entraîné en fait une puissante vague migratoire qui va changer la donne démographique de la Guyane et qui va participer à son peuplement et à la recomposition, je dirais, de la société guyanaise d'aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je vais commencer par le début. Donc, après l'indépendance de l'Algérie en 1962, la France en fait est contrainte de de déplacer plutôt son site de lancement sur d'autres territoires. Absolument. Donc la Guyane va alors être choisie par le gouvernement de Georges Pompidou, donc en avril 1964, pour accueillir en fait les activités civiles de la base spatiale française. Donc la réalisation d'un tel projet va nécessiter à la fois des travailleurs qui sont qualifiés, qui vont venir donc des autres DOM et des pays européens et d'Amérique du Nord. Il va y avoir aussi donc des ouvriers et des manœuvres qui viendront en fait surtout de l'Amérique du Sud, à savoir le Brésil, le Suriname et la Colombie, et aussi un peu de la Caraïbe. Alors juste une petite pause. Ce que vous venez de dire sur l'Algérie, sur notamment la base spatiale, c'est intéressant. Je pense que beaucoup de jeunes ne le savaient pas non plus.
cette histoire-là, elle est dans le quiz d'un jeu qui s'appelle Jammy. Non, vous connaissez pas. C'est parce qu'en fait, pour les fidèles auditeurs qui nous ont suivis la semaine dernière, on a parlé d'un nouveau jeu, Jammy, qui parle de notre histoire à nous. Super. Nous, nos peuples, à nous, notre histoire. Parce que c'est vrai que souvent on connaît l'histoire du monde, l'histoire européenne et autres. Mais là, ça parle de notre histoire. Ça va des États-Unis à la Jamaïque, la Caraïbe, la Guyane. Et donc, il y a ce que vous dites, c'est dans le quiz. Et c'est intéressant parce que un jeune qui va vous écouter aura la réponse à travers ça. Juste un auditeur et on enchaîne. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô? Oui, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. C'était juste pour féliciter cette jeune fille qui a 26 ans et qui s'intéresse beaucoup à l'histoire. C'est très bien. Très, très, très bien ce qu'elle fait. Je voulais juste revenir sur un petit détail. D'accord. Il y a un monsieur qui a appelé tout à l'heure qui disait qu'il avait le bon livre sur l'histoire de l'esclavage. Oui. Parce qu'il a dit qu'il a un livre qui parlait des Indiens venant d'Alaska. Oui. Je ne sais pas, j'ai pas vu ce livre-là, je ne l'ai jamais lu. Par contre, je dis que les Indiens qui sont arrivés après justement l'esclavage, parce qu'il a fallu remplacer les esclaves, c'était des Indiens venant d'Inde, effectivement, et la plupart venaient de Pontichéry. C'est ça. Et surtout en Guadeloupe et en Martinique, ils venaient de là. C'est ça. Donc c'était bien des Indiens d'Inde. L'Alaska, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, j'ai jamais entendu parler. Oui, des Indiens d'Inde, oui. Des Effectivement, Indiens des Indiens d'Inde, qui sont venus par la suite remplacer donc les esclaves qui avaient déserté les plantations. Très bien. Voilà. Merci beaucoup pour cette... de Pontichéry. Mais absolument, merci pour cette... Merci pour la précision. Précision, et on enchaîne. On est en quelle année? Donc là, oui, il y a la base spatiale. Donc il y a la base spatiale. On vient juste de terminer avec la base spatiale. Donc du coup, on va passer donc aux années 70. Eh ben 70, il y a les Hmong qui arrivent doucement là. Exactement. Donc l'arrivée des réfugiés Hmong. Donc dans les années 70, la France va installer en fait des réfugiés Hmong en Guyane. Donc c'est un groupe ethnique qui vient du Laos. Oui. Et donc ils ont combattu durant la guerre d'Indochine aux côtés des Français. Et par la suite, lorsque le régime communiste va arriver au pouvoir, ils vont être persécutés. Et donc c'est là qu'on va les faire venir en Guyane dans le cadre de ce qu'on appelle le plan vert. Absolument. Pour qu'ils puissent en fait participer au développement de l'agriculture. Donc aujourd'hui, donc ils sont notamment donc à Cacao et à Mana, donc dans le village de Javoué. Et on peut dire intégration réussie parce que franchement, et ce sont nos agriculteurs aujourd'hui, pas que, hein, mais ils ont prouvé effectivement qu'ils savaient travailler la terre notamment. Mais on parlera de ça tout à l'heure. L'accueil, la réussite, peut-être l'intégration, Dinota. Oui. Alors, les Hmong, c'était 1977. Dans les années 70. Voilà, on peut en rester là. 1977, c'était sous Giscard d'Estaing, président de la République de l'époque. Et on continue. Et donc, on arrive petit à petit donc, dans les années 80, avec la guerre civile du Suriname. Bien sûr. Qui commence en 1986 à peu près, 85, donc les débuts, les prémices. Nous, on était nés. Pas vous, mais nous, on était nés. C'est sûr. On s'en rappelle. C'est sûr. Donc, dans les années 80, donc, il va y avoir des milliers de Noirs marrants, notamment des Djuka, qui vont fuir en fait la guerre civile du Suriname pour venir se réfugier en Guyane française. Ouais. Donc, les autorités, à cet effet, vont construire des camps de réfugiés sur Mana Saint-Laurent. D'accord. Et ce que j'aimerais préciser, c'est que les Djuka ne sont pas à leur première venue en Guyane. Dites-nous. En fait, ils avaient déjà l'habitude de faire le va-et-vient entre leur territoire et la Guyane. Donc, leur venue est antérieure en fait à 1980, aux années 80. Absolument. Et si vous voulez, on peut parler des Européens. D'accord. Un peu plus précisément. Oui. Donc, l'arrivée des Européens. Donc, les nouvelles activités qui ont été créées donc, dans les années 60, donc la base spatiale, etc., va attirer des cadres, on va dire, européens, qui va conduire à un gonflement de leur effectif en Guyane. Donc, en 1961, donc, la communauté européenne venue de France, je précise notamment, était composée essentiellement de fonctionnaires de passage, mais on voit qu'aujourd'hui, ils tendent en fait à une certaine sédentarisation de plus en plus. Absolument. Et qu'ils font aussi partie de ce qu'on pourrait appeler le peuple guyanais. Bon, ben voilà, on y arrive, et c'est d'où ma question. Alors, de votre point de vue de professeur, de votre âge également, 26 ans, de votre passion pour l'histoire, sur cette thématique notamment, les vagues migratoires, est-ce qu'on peut dire
qu'avec toutes ces vagues migratoires, est-ce qu'on peut dire que c'est ça la Guyane déjà? Quel regard vous avez sur cette Guyane-là avec ces vagues migratoires? Et est-ce qu'on peut dire que c'est réussi? Est-ce qu'on peut dire que l'accueil est réussi, l'intégration est réussie? Deux choses différentes, accueil, intégration. Qu'en pensez-vous, jeune professeur de 26 ans? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Guyane a toujours souffert, dans l'histoire, évidemment, a souffert d'un problème de peuplement. Donc, lorsque les Européens sont arrivés, les Amérindiens ont pu échapper donc au massacre, mais aussi à l'esclavage, puisque il y avait des esclaves amérindiens, mais c'était vraiment insignifiant. Il n'y avait pas beaucoup. D'accord. Donc ils ont pu échapper à ça, mais il y a eu le choc microbien, et beaucoup d'Amérindiens en fait sont morts de maladies qui ont été introduites par les colons. Et par la suite, donc c'est pour ça en fait qu'on a fait venir donc des populations. Donc on a vu donc avec les Africains. Absolument. On a vu aussi avec, mais en fait la Guyane n'a pas su capter, on va dire, un flux d'esclaves important par rapport comme d'autres régions, d'autres régions par rapport à ses voisins comme le Suriname. Absolument. Donc la Guyane n'a pas su capter, on va dire, un flux d'esclaves important. Voilà. On a vu aussi donc que toutes les tentatives de peuplement par une population blanche, c'est fini par des échecs. On l'a vu donc avec évidemment donc les bagnards, mais avant l'expédition de Kourou. Et je ne vous parle pas de la colonisation, ça sera un autre débat. Ah oui. Mais non, pourquoi? Parce que quand je vous entends, etc. Alors, deux auditeurs, je regarde l'heure. J'aimerais juste terminer sur ça. Allez-y, ensuite deux auditeurs. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, en fait, l'immigration a contribué à changer la donne démographique de la Guyane. Donc, on est passé à peu près dans les années, je m'en souviens plus exactement, on était à 20 000, 30 000 habitants. Et aujourd'hui, on est à peu près à 200 000. Donc, 30 000 habitants, à peu près, c'était dans milieu du XXe siècle. À peu près. J'ai plus les dates en tête. Mais on est passé aujourd'hui à peu près 200 000 habitants. Voilà. On est 300 000 aujourd'hui. 300 000. 270 000, quoi. Voilà, c'est ça. Sans compter donc les... On n'aura jamais les vrais chiffres, mais bon. En fait, vous savez qui ont les chiffres? Ce sont nos premiers magistrats, ce sont les maires. Ils savent très bien combien de non scolarisés sont chaque année frappés à leur bureau. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de dire que nous sommes 300 000 habitants aujourd'hui. Non seulement donc la migration a contribué en fait à une augmentation de la population, donc mais aussi en fait au développement. C'est important de le dire aussi, que les vagues migratoires qui sont venues en Guyane, s'installer en Guyane, ont participé pleinement au développement de ce territoire. On l'a vu avec la construction de la base spatiale de Kourou. Très bien. Alors, ce que j'aimerais rajouter, évidemment, c'est que les contacts, les relations entre ces populations, ça n'a pas toujours été facile. Oui, je sais. Mais aujourd'hui, moi, je vous pose la question d'aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que tout ça, c'est ce qui fait la Guyane, bien sûr. Est-ce que ça fait une belle Guyane réussie? Est-ce que ça fait un vivre ensemble? Est-ce que accueil, intégration, ça se passe? Moi, je pense personnellement que, mis à part donc les tensions qu'on a pu observer dans l'histoire, donc à partir des années 70-80, je pense qu'il n'y a pas de tensions majeures. Je suis d'accord avec vous. Entre les populations. En Guyane, je suis d'accord. Et que l'intégration est plutôt réussie de ce point de vue-là, mais aussi en fait au niveau donc de la dynamique interculturelle qui s'observe justement aujourd'hui dans la population guyanaise. Donc de ce point de vue, je peux dire que oui, les différentes vagues migratoires se sont intégrées. Ça n'a pas toujours été facile. Oui, bien sûr. Je l'ai dit, mais elles se sont quand même intégrées parce qu'il n'y a pas de tension majeure et parce qu'il y a une dynamique interculturelle qui est en train de se dessiner et qui s'est dessinée tout simplement. Bon, vous êtes d'accord avec moi si je dis que ici en Guyane, l'accueil se passe plutôt bien, l'intégration pas facile pour tous. Ça dépend de la culture des uns et des autres. Ça se passe quand même bien parce que il n'y a pas beaucoup de départements avec une population aussi faible, avec une vague migratoire aussi forte. On est d'accord ou pas? Enfin, je vous dis comme ça.
On n'est pas aux États-Unis, quoi. Je veux dire, on est 300 000 habitants. Hein. Oui, c'est sûr. C'est ça ma question. On est d'accord que. Sauf si vous avez d'autres exemples, mais. Oui, voilà. On est d'accord que les immigrés composent une bonne partie de la population guyanaise, à peu près 30%. 30%. Ce qui est énorme. Ça n'existe quasiment nulle part ailleurs. Ce qui est énorme, oui, effectivement. D'accord. Ben écoutez, désolé les auditeurs, il y en avait beaucoup qui étaient en attente. Non, mais il y a plus parce que vu l'heure, ça va être compliqué. Mon invité, je rappelle, Dinota Sana, les différentes vagues migratoires ici en Guyane. Très intéressant. Il y a eu de très beaux messages à votre égard sur le Facebook Live. D'accord. Merci d'être venu et à très très bientôt. Oui, ça passe vite, hein. Je suis désolé. Bah oui, j'espère que j'aurai l'occasion de revenir. Je veux. Pour parler d'autres sujets d'histoire. Mais avec plaisir. En rapport avec la Guyane. En tout cas, merci pour l'invitation. Ça y est, rendez-vous le mois prochain. Je vous le dis déjà. Rendez-vous le mois prochain. Très très bien. C'était notre invité Dinota Sana, les différentes vagues migratoires ici en Guyane. Sujet intéressant que vous pourrez revoir sur le Facebook Live, mais également sur la chaîne YouTube. À bientôt, Dinota. À bientôt. Merci bien. Au revoir.